Vous me dites à tout point s'il y a des choses qui ne sont pas d'intérêt pour vous, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas clair, je vais essayer de clarifier. J'ai mis ici un code QR. Si vous le scannez, ça l'amène directement à une section sur les bébés qui naissent avec des cardiopathies cyanogènes. On va discuter aujourd'hui surtout des pathologies de type cardiopathie cyanogène. Il faut savoir que chez les nouveau-nés, il y a aussi des cardiopathies du type non cyanogène, donc des situations où est-ce que le bébé ne va pas nécessairement être bleu ou hypoxique, c'est-à-dire manque d'oxygène dans son corps, mais va quand même avoir une malformation cardiaque significative qui va nécessiter des soins rapides après la naissance ou dans les semaines suivant la naissance. En lien avec cette présentation, j'ai aucune divulgation. Puis, mes objectifs aujourd'hui, c'est vraiment discuter d'un diagnostic différentiel de la cyanose du nouveau-né. Donc, vous expliquer un petit peu ce que nous, on fait quand on a un nouveau-né qui est bleu et qui se pointe à nous et qu'on pense qu'il y a une malformation cardiaque qui n'a potentiellement pas été détectée en prénatal, ou si ça a été détecté en prénatal, de mieux comprendre pourquoi ce bébé pourrait se présenter comme étant bleu. On va trouver aussi les trouvailles principales, surtout en lien avec les investigations, en lien avec l'échographie. Puis on va parler un peu de la prise en charge pour que vous compreniez l'urgence de prendre en charge ces nouveau-nés. Donc, je vous ai déjà montré un petit peu le contenu de mon site avec un petit peu les atlas. Il y a une section aussi que je n'ai pas mentionnée qui est Point of Care Ultrasound qui contient certaines informations sur les échographies cérébrales, les échographies aussi pulmonaires qu'on fait des fois en néonatal. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça. Ça, c'est la section sur le Point of Care Ultrasound. Donc, l'ultrason pulmonaire, les scores qu'on utilise, les sondes, qu'est-ce qu'on regarde, pourquoi on utilise ça, dans quel contexte, comme exemple le pneumothorax. Ça, on en a parlé. Le fœtal, on en a parlé également. Et on va commencer avec notre cas pour Julia, qui est un nouveau-né, petite fille, pour lequel nous, comme équipe néonatale, on est appelé en salle d'accouchement en raison d'une césarienne urgente pour décélération fœtale. Donc, c'est un signe que le fœtus est en détresse. C'est un bébé qui est à terme, de poids approprié pour la gestationnelle aux échographies. Et à la naissance, le bébé n'est pas du tout vigoureux, donc il est amené à la salle de réanimation. Et donc, à la salle de réanimation, on remarque que le bébé ne respire pas et a une fréquence cardiaque qui est basse. Un nouveau-né est supposé avoir une fréquence cardiaque au-dessus de 100. Donc, quand on commence à être en bas de 100, on doit commencer nos manœuvres de réanimation. Donc, ça, c'est le programme de réanimation néonatale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence la ventilation à pression positive et on commence à donner de l'oxygène parce que la plupart du temps, ces bébés-là, c'est un problème respiratoire qui fait qu'ils ont des problèmes de respiration et d'oxygénation. Mais malgré avoir donné de l'oxygène à 100%, et juste pour que vous soyez au courant, ce qu'on respire dans l'air ambiant, c'est du 21%. Donc, on a essayé de donner 100% d'oxygène à l'aide de notre ventilation, puis le bébé il reste complètement bleu. Et les saturations, ce qui est un des signes vitaux pour nous donner l'information en oxygène, est de 55% en préductal. Donc, je ne sais pas ce que vous avez appris au niveau des saturations et qu'est-ce que ça veut dire, mais en gros, la saturation, c'est l'information de combien d'oxygène se retrouve situé sur notre hémoglobine. Notre hémoglobine est une molécule qu'on a dans notre sang qui nous permet de transporter notre oxygène. C'est comme une petite voiture. Et donc, cette voiture-là a 4 sièges pour l'oxygène. Donc, si les 4 sièges ont une molécule d'oxygène, c'est saturé à 100%. S'il y a 3 sièges, c'est 75%. 2 sièges, c'est 50%. Un siège, 25%. Puis pas de siège rempli d'oxygène, on tombe à 0% de saturation. Et donc, quand on met un capteur d'oxygène à la main, on est capable d'avoir une idée de c'est quoi la moyenne de ces petites globules rouges qui passent, puis combien d'oxygène il y a là-dessus. Donc, c'est sûr que vu que c'est une saturation de l'hémoglobine, ça ne nous dit pas nécessairement combien il y a d'hémoglobine. Donc, il faut se rappeler que c'est un pourcentage d'occupation d'oxygène sur les molécules d'hémoglobine circulantes. Donc, c'est sûr que si on a une voiture sur des carrés avec 4 molécules d'oxygène, on sature à 100%. Si on a 2 voitures sur des carrés avec 4 molécules d'oxygène chacune, on sature quand même à 100%, mais cette fois-ci, on a 8 molécules. Puis si on a 1000 voitures sur des carrés, bien là, on a 4000 personnes si on sature à 100%. Mais vous comprenez que si j'ai 1000 voitures sur des carrés et que chacune ont 2 personnes ou 2 molécules d'oxygène et que je sature à 50%, j'ai quand même plus d'oxygène qui est transporté que si sur des carrés, il y a une seule voiture avec 4 personnes. Donc, une saturation nous donne une idée de combien d'oxygène est transmis à l'hémoglobine, mais ça ne nous donne pas toute l'histoire en lien avec le transport en oxygène. Donc, c'est quand même important de garder ces concepts-là quand nous, on évalue ces bébés à la naissance. Julien, en particulier, a été intubé à 4 minutes de vie.
Le bébé semblait être bien intubé, puis malgré l'intubation et l'oxygène, et malgré une bonne entrée d'air et aucune détresse respiratoire, on retrouvait encore des saturations très, très basses en préductal. Donc, on a amené Julia à la pouponnière, on lui a fait un rayon X, on a trouvé ce rayon X. Donc, on voit le tube ici. Ça, c'est les plages pulmonaires. Le cœur est en arrière. On voit ici qu'il y a un petit cathéter qui a été introduit. C'est un cathéter ombilical veineux. Et ce qu'on voit, c'est bon, les deux bronches ici. L'aération pulmonaire a l'air bonne. On a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtes d'ouverture pulmonaire, 7 à 8 côtes d'ouverture pulmonaire, ce qui est tout à fait normal chez un nouveau-né. Donc, à première vue, la ventilation pulmonaire ne semble pas être le gros problème chez Julia. Mais ce qu'on voit, c'est que sa saturation en oxygène préductal est à 55 et en poductal, on est à 75 On va revoir un petit peu ça tout à l'heure lorsqu'on va voir la physiologie. Et tout de suite, pour nous, ça vient nous alerter pour nous dire « Oh, il y a quelque chose qui se trame là-dessus qui fait que notre bébé est très hypoxique. Il y a une diminution du transport en oxygène. » Une tension artérielle a été faite aux 4 membres qui est dans la lignée de la normale. Puis quand on envoie un pH du cordon, ça, c'est une analyse pour vérifier s'il y a des signes d'asphyxie périnatale, donc une détresse qui s'est produite en prénatal. On ne voit pas qu'il y a de signes de cela. Ça, c'est des pH du cordon qui sont dans la limite de la normale. On parle d'anomalie quand on est en bas de 7. Donc, ce bébé-là présente ce qu'on appelle pour nous une cyanose. Dans le langage parlé, une cyanose, c'est vraiment une teinte bleutée de la peau et des muqueuses. C'est souvent plus visible au niveau des peaux fines, donc les lèvres, la bouche, le lobe des oreilles et les ongles, surtout chez les adultes. Et d'habitude, c'est observé cliniquement quand on a une grosse fraction de notre hémoglobine, soit à peu près de 50 grammes par litre, qui manque de l'oxygène au point de vue de où est-ce qu'on est supposé avoir l'oxygène sur le siège. On parle de cyanose périphérique surtout quand on a une saturation qui est dans le limite de la normale, mais que c'est surtout des teintes bleutées au niveau des doigts et c'est surtout relié d'habitude à de la vasoconstriction, surtout quand il fait froid, par exemple. Donc, les petits bébés qui naissent, des fois, ils sont froids puis ils ont un petit peu de cyanose au niveau des bouts des doigts. Mais quand on leur mesure leur saturation, on est dans les 90-95, qui est complètement normal. Donc, on appelle ça une cyanose périphérique. Puis, en général, c'est souvent normal. Parfois, ça peut être précurseur d'une hypoperfusion, donc les vaisseaux qui ne sont pas bien remplis se mettent à constricter, puis à cause de ça, on commence à devenir bleuté au niveau distal. Comme je vous l'ai dit, chez les nouveau-nés, c'est souvent observé, c'est souvent au niveau des pieds, on a l'air un peu plus bleuté. On appelle ça de l'acrocyanose, mais chez un bébé comme ça, si on lui met un capteur de saturation, il sature complètement normalement, 90, 95, 98. La cyanose centrale, c'est vraiment quand je mets un capteur, j'ai vraiment une saturation d'oxygène qui est très basse. Donc ici, je vous ai mis, c'est quoi les niveaux d'oxygénation qu'on s'attend chez un bébé dans les 10 premières minutes de vie. Et vous voyez qu'en début de vie, à mesure que ces bébés-là font une transition de l'état fœtal à l'état postnatal, on a une transition progressive de l'accumulation d'oxygène qui se passe au niveau de leur corps. Et donc, cet oxygène se met à grandir de manière progressive. Puis souvent, on atteint des niveaux 85 à 95 dans les premières 10 minutes de vie. Mais si on reste dans les 60 ou en bas des 60, ce n'est pas du tout normal. On parle ici de cyanose centrale persistante et c'est toujours anormal et ça doit être évalué et traité rapidement parce que chez les bébés où ce n'est pas traité ou évalué, l'issue, c'est soit la mortalité ou soit une atteinte cérébrale très importante où est-ce qu'il y a du dommage cérébral qui s'installe parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui vient pour nourrir le cerveau. Donc, ici, je vous montre un petit peu qu'est-ce qui se passe chez le fœtus et qu'est-ce qui se passe après en postnatal. En gros, la physiologie fœtale, c'est que le nouveau-né, durant la vie fœtale, est connecté à un placenta. Donc, le fœtus est connecté à un placenta. Et parce qu'il est connecté à un placenta, c'est le placenta qui fait pas mal toute la job d'envoyer de l'oxygène au bébé. Donc, vu qu'on est des êtres qui ont tendance à être très paresseux, ça ne sert à rien d'avoir des poumons bien ouverts pour pouvoir faire un travail qui n'a pas besoin d'être fait, vu que le poumon est rempli de liquide et que c'est le placenta qui s'occupe d'envoyer de l'oxygène. Durant la vie fœtale, les vaisseaux dans le poumon sont complètement crispés, sont complètement contractés. On parle ici de résistance vasculaire pulmonaire qui sont très élevées. Et le corps du bébé est connecté au placenta, qui est comme une espèce de grosse piscine de vaisseaux dilatés. Et donc, à cause de ça, les résistances dans le système sont très, très basses. Ce qui fait qu'après la naissance, quand on coupe le cordon, soudainement, on a enlevé ce placenta qui a plein de vaisseaux dilatés. Donc, la résistance dans la horte va augmenter de manière exponentielle.
Et vu que le bébé naît, crie et pleure, ses poumons se déploient comme des espèces de parachutes. Et en se déployant, tous les petits vaisseaux à l'intérieur de leur paroi se mettent à se dilater. Et donc, les résistances dans ces vaisseaux-là chutent de manière drastique. Donc, on se ramasse avec des résistances vasculaires pulmonaires très basses et des résistances vasculaires systémiques beaucoup plus élevées. Donc, quand on se pose la question de pourquoi ce bébé pourrait-il être bleu, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on mesure? Donc, nous, ce qu'on mesure, c'est des saturations au niveau du bras, au niveau des jambes. Donc, on sait que le bras et la jambe est perfusé par l'aorte. Typiquement, la jambe est perfusée par l'aorte distale et typiquement, le bras est perfusé par l'aorte proximale. Et donc, s'il y a du bleu au niveau des bras, ce bleu doit forcément arriver de l'aorte quelque part. Et donc, si ça vient de l'aorte, ça veut dire que probablement ça vient du ventricule gauche. Et ce qui est dans le ventricule gauche vient de l'oreillette gauche et ce qui vient de l'oreillette gauche vient des veines pulmonaires. Donc, une des raisons pour lesquelles on pourrait être bleu partout dans notre corps, c'est que le poumon ne fait pas son travail. Donc, soit le sang qui arrive au poumon passe à travers le poumon et ne se fait pas oxygéner, ou soit il n'y a pas assez de sang qui passe à travers le poumon, ou soit le poumon ne reçoit pas d'oxygène parce que le bébé n'arrive pas à respirer. Donc, il peut avoir des problèmes au niveau des voies aériennes, des blocages, des sécrétions. Les poumons peuvent être malades, il peut avoir un pneumothorax, une maladie pulmonaire, une pneumonie, des choses comme ça, qui fait que ce qui revient par les veines pulmonaires n'a pas réussi à attraper l'oxygène ambiant. Et donc, on est bleu ici, on est bleu ici, et on est bleu dans ce qui est pompé au niveau de l'aorte. Donc, si je récapitule, on a un problème pulmonaire, notre poumon n'arrive pas à oxygéner, donc le sang qui revient au corps est bleu, il sature à 85%. Le sang passe au niveau de l'aorte, va nourrir les organes. Les organes consomment l'oxygène, donc vu qu'ils consomment l'oxygène, admettons qu'ils consomment à peu près 20% d'oxygène, ça revient du côté droit à 65, 65, 65. Le 65 est pompé dans le poumon et le poumon n'arrive pas à le faire saturer à 100% parce que le poumon est malade et donc on retourne à 85. Donc ce bébé a l'air bleu, mais c'est souvent des causes pulmonaires. Puis souvent, ces causes-là, à vrai dire, quand on leur donne plus d'oxygène ou qu'on les ventile, souvent on arrive à améliorer la saturation dans leur sang parce que le poumon s'améliore. Donc, on permet d'exposer le sang à de l'oxygène, on améliore le recrutement pulmonaire, on prend le contrôle de la ventilation, on s'assure que les voies aériennes sont ouvertes. Donc, ça permet de rétablir cette situation-là. Donc, je vous ai mis ici quelques causes pulmonaires. Je ne veux pas passer à travers toute cette liste. Vous allez avoir accès à ma présentation sur le code QR que je vous ai mis au début. Et c'est des choses qu'il faudrait éliminer, que nous, on élimine comme cliniciens chez ces patients-là. Et parfois, il y a des choses fétales qui peuvent causer ça, comme par exemple des épanchements pleuraux ou des chylothorax, ainsi que des hernies diaphragmatiques qui pourraient causer du dommage pulmonaire auquel vous devez évaluer dans le contexte prénatal lorsqu'on fait des échos obstétricales. Parce que si moi, on ne me dit pas qu'il y a un épanchement pleural ou un chylothorax en prénatal, ça ne va pas me venir nécessairement à l'idée lorsque je réanime mon bébé immédiatement après la naissance. Même chose pour une hernie diaphragmatique. Donc, quelques exemples. Ça, c'est un patient qui a un poumon tout blanc. C'est un grand prématuré de 23 semaines qui a un syndrome de détresse respiratoire. Donc, vous voyez ici que, en gros, les poumons ne sont pas du tout aérés. Ça, c'est un rayon X de ce qu'on appelle une tachypnée transitoire du nouveau-né. C'est des bébés qui ont de la difficulté à résorber le liquide pulmonaire qui est là durant la vie fétale. Et donc, à cause de ça, ils ont du liquide résiduel dans leurs poumons. Et parce qu'ils ont du liquide résiduel dans le poumon, l'oxygène a de la difficulté à s'introduire dans les petits vaisseaux. Ça, c'est un pneumothorax. Donc, c'est un rayon X où est-ce que vous voyez que le poumon, sa silhouette est ici. Puis, juste ici, aux alentours, on a de l'air libre, ce qui fait que ça comprime le poumon et ça empêche au poumon de s'expandre durant l'inspiration. Donc, ça peut créer ça. Et ça, c'est une hernie diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on a plein d'intestins, boum, qui rentrent dans la cavité thoracique, qui poussent notre poumon du côté droit de ce patient-là et qui poussent aussi le médiastin au niveau du côté droit. Ça, c'est une hypoplasie pulmonaire, donc des petits poumons avec un patient qui est très œdémacié, donc il y a un composé restrictif au niveau de la paroi pulmonaire. Et ça, c'est un patient qui a eu des atelectasies diffuses. Potentiellement, il y a une hernie diaphragmatique. On se pose la question, il faut mieux ventiler ce patient-là. Et pourquoi? Parce que le tube est un peu trop loin. On est intubé en endobronchique. Et parfois, il y a des maladies pulmonaires du prématuré. C'est un prémat qui a, comme vous voyez, une espèce de poumon en chou-fleur. On appelle ça de l'emphysème interstitiel. Ça peut causer beaucoup de dommages pulmonaires et ça, comme vous voyez, l'autre côté est complètement comprimé.
Et ça, c'est un bébé qui, si vous ne l'avez pas remarqué, il y a de l'air au niveau hépatique. C'est un patient qui a ce qu'on appelle une entérocolite nécrosante, puis à cause de ça, ben, son abdomen est extrêmement distendu, puis ne veut pas, ça vient comprimer le poumon, et donc ce bébé, il devient très, très bleu. Donc ça, c'est les causes pulmonaires, les voies aériennes qui peuvent rendre notre bébé bleu. Là, on va passer aux causes cardiaques, qui sont le vif de notre sujet. Donc, pourquoi les bébés cardiaques peuvent avoir ou peuvent apparaître bleus? C'est souvent qu'il y a du sang bleu qui va s'introduire quelque part dans la circulation systémique et qui va donc diluer le sang oxygéné, nous donnant cette allure bleutée chez notre patient. Et souvent, ce qui caractérise ces patients, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de réponse à l'oxygène parce que ce n'est pas une cause qui est au niveau du poumon. Et l'autre chose, ils n'ont pas vraiment de détresse respiratoire. Donc, c'est souvent des patients qui vont se présenter de manière relativement eupnéique, sauf qu'à un moment donné, vu qu'il y a moins d'oxygène circulant dans leur corps, ben, les organes se mettent à être assoiffés d'oxygène et donc ils se mettent à être en manque d'oxygène pour créer de l'énergie. On appelle ça de l'ischémie ou de l'hypoperfusion ou de l'hypoxémie, on va dire. Et à cause de ça, ils commencent à utiliser d'autres méthodes pour pouvoir créer de l'énergie. Et comme vous le savez, si vous vous mettez sur un tapis roulant pendant 3 heures, vous allez avoir un petit peu mal aux jambes. Et ça, c'est parce que vous commencez à créer de l'acide lactique dans vos jambes, qui est une autre source un petit peu inefficace de création d'énergie. Mais à cause de ça, ça crée de l'acide. Donc, c'est le bébé qui devient très acide. Et quand on est acide, on se met à respirer plus vite. C'est une des manières compensatoires qu'on fait. Donc, ces bébés, parfois, ils peuvent avoir l'air de manquer de souffle simplement parce qu'ils ont de l'acide qui se met à se concentrer dans leur sang. Donc, dans les causes cardiaques qui peuvent amener du sang désoxygéné dans le compartiment systémique, on parle de shunt au niveau du canal artériel, de shunt au niveau des auriculaires, donc au niveau des oreillettes, un shunt au niveau ventriculaire, un shunt à plusieurs niveaux. Et donc, ce qui se passe, c'est que le sang bleu n'atteint jamais les poumons et continue de recirculer dans le compartiment systémique. Donc, on va passer à travers différentes catégories de maladies qui peuvent causer ça et de quoi ils auraient l'air en vie fétale. Donc, le premier que je veux parler, c'est la pathologie qui est le plus souvent ratée, malheureusement, en période fétale. Donc, on parle ici de 25% des patients avec transposition des gros vaisseaux qui n'ont pas de diagnostic prénatal et pour lequel on doit agir en catastrophe après la naissance parce que ces bébés peuvent mourir ou avoir de graves séquelles neurologiques en lien avec cette condition quand elle n'est pas détectée en prénatal, malheureusement. En gros, c'est quoi cette maladie? C'est que ici, on a notre veine cave supérieure, notre veine cave inférieure. La veine cave supérieure vient drainer le sang veineux de notre partie supérieure de notre corps, donc surtout le cerveau et les bras. Et la veine cave inférieure vient drainer la partie inférieure du corps. Donc, le sang désoxygéné se ramasse au niveau d'un vestibule qui s'appelle l'oreillette droite. Droite parce que le plus souvent, l'oreillette droite est du côté droit du corps, mais ce n'est pas toujours vrai. Ensuite, l'oreillette droite pompe au niveau du ventricule droit. On a ici la valve qu'on appelle la valve tricuspide. C'est une valve qui d'habitude a 3 feuillets. Le rôle des valves, c'est d'empêcher le sang de revenir en arrière. C'est pas mal le seul rôle des valves. Donc, ça permet à quand le ventricule droit pompe, d'éviter que le sang retourne dans l'oreillette droite. Dans le contexte ici, au lieu de pomper dans l'artère pulmonaire, ce ventricule droit repompe dans l'aorte qui va aller nourrir comme une espèce de grosse autoroute tous les vaisseaux du corps. Et donc, ce qui se passe, c'est que le sang bleu qui revient du corps finit par recirculer au niveau des organes qui ont encore besoin de se nourrir d'oxygène. Donc là, c'est comme une espèce de cercle vicieux. On commence à 80%, boum, c'est pompé, ça revient ici à 65%, ça retourne à 65%, c'est pompé dans le cerveau gruge plus d'oxygène, ça retourne à 40%. Et vous comprenez qu'à un moment donné, il n'y en a plus d'oxygène à gruger. Donc, c'est pour ça que ça va quand même assez vite. Ce qu'on voit, c'est que le poumon, qui éventuellement se draine dans les veines pulmonaires, amène l'oxygène au niveau de l'oreillette gauche, qui est située à gauche, traverse la valve mitrale, qui est d'habitude de 2 feuillets, va arriver au niveau du ventricule gauche, qui est l'espèce de pompe très musculaire qui va nous permettre de pomper d'habitude dans notre aorte. Cette fois-ci, ça pompe où? Ça pompe dans l'artère pulmonaire. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va recirculer vers notre poumon. Et donc, ça crée ces espèces de 2 boucles qui ne se parlent pas entre eux. Maintenant, dans la vie fétale, on a des communications qui existent. Ces communications sont, il y a 3 communications durant la vie fétale. Il y a une communication qui s'appelle le ductus veineux, qui vient connecter la veine ombilicale vers la veine cave inférieure. Ça permet au sang du placenta de se rendre
dans la veine cave inférieure et d'arriver dans l'oreillette droite. Donc, première connexion. Deuxième connexion, c'est un foramen ovale qui, durant la vie fétale, nous permet de décomprimer l'oreillette droite dans l'oreillette gauche. La raison pour laquelle le flux va de l'oreillette droite à l'oreillette gauche durant la vie fétale, c'est qu'on a beaucoup de flux qui viennent du cerveau, beaucoup de flux qui arrivent du bas du corps, beaucoup de flux qui arrivent du placenta. Ça remplit beaucoup l'oreillette droite, donc ici, le partie éponier. Alors que le côté gauche reçoit très peu de sang parce que les poumons, comme je vous ai dit, sont comprimés et donc il y a peu de sang qui passe à travers le poumon. Et donc, vu qu'il y a peu de sang dans l'oreillette gauche par rapport à l'oreillette droite, le flux passe de l'oreillette droite à l'oreillette gauche pour nourrir l'oreillette gauche durant la vie fétale. La troisième communication, c'est le canal artériel. Le canal artériel est une communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Puis dans la vie fétale, sa fonction, c'est de permettre de décomprimer l'artère pulmonaire en envoyant du flux de l'artère pulmonaire vers l'aorte. Pourquoi? Parce que les poumons sont comprimés et qu'on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de sang aux poumons vu que le placenta fait le travail. Donc ça, c'est des petites communications qu'on retrouve dans la période périnatale et qui sont uniques au nouveau-né, que vous n'allez pas nécessairement retrouver d'habitude chez l'adulte. Donc, pourquoi c'est la malformation la plus ratée? Donc, ici, ce que je vous ai mis, c'est un simple sweep. Donc, vous voyez ici un 4 chambres avec un VD, VG et les oreillettes correspondantes. On va recommencer. VD, VG, OD, OG, donc côté droit, côté gauche. Mais ce qu'on voit quand on fait le sweep, on voit que notre vaisseau qui sort du VG, ce vaisseau-là, ici, c'est une artère pulmonaire parce que ça devient, there's branching. Donc, on est divisé comme une espèce de, ça ressemble à une espèce de Y. Et cette artère sort de notre ventricule gauche. Pas bon, pas bon. L'autre chose, c'est que la valve aortique sort du ventricule droit. Donc, c'est sûr que si je regarde juste mon 4 chambres, ça a l'air pas pire. Mais quand on fait notre sweep, tout de suite, on diagnostique que ces deux vaisseaux sont parallèles et qu'ils n'ont pas tendance à se bifurquer à 90 degrés et que c'est le mauvais vaisseau qui sort du VG et le mauvais vaisseau qui sort du VD. Donc, en postnatal, ça ressemble à ça. Ça, c'est le ventricule gauche. Ça, c'est un apical, c'est une vue apicale. Chez les nouveau-nés, on a tendance à renverser la vue comparée aux adultes. Donc, on utilise ce qu'on appelle la vue anatomique. On a le VG ici. On a la voie de chasse gauche ici. On voit un petit peu la valve aortique. Je vous mens. On a la voie de chasse gauche ici. On voit un petit peu la valve pulmonaire. Et ce qu'on voit ici, c'est notre bifurcation de notre artère pulmonaire en cette espèce de Y. Donc, on a l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite. Et on voit un petit flux rouge qui correspond au flux résiduel du canal artériel qu'on a gardé ouvert chez ce patient-là. Donc, si on revoit la physiologie postnatale de ces patients-là, ce que je veux mentionner, c'est que si vous allez sur le site NeoCardiolab dans Fetal Echo, vous allez retrouver comme une centaine de clips en lien avec les fœtus avec transport des gros vaisseaux. Donc, je vais vous laisser aller sur le site dans Fetal et dans Fetal Transposition of Great Vessels, donc DTGA, et vous allez retrouver toutes les imageries, les clips avec les indications de la valve pulmonaire. Vous allez revoir même en vie fétale qu'est-ce qui se passe pour le normal versus la transpo des gros vaisseaux. Donc là, je retourne à mon diagramme pour le bébé de pourquoi il est bleu après la naissance. Donc, comme je vous ai dit, l'oreillette droite reçoit le retour veineux systémique. L'oreillette droite pompe dans le VD pompe dans l'aorte, puis éventuellement, ça recircule. Les veines pulmonaires vont drainer le poumon, qui a priori devrait fonctionner correctement. Réussit à saturer en oxygène notre hémoglobine à 100%. 100%, on va dans le VG à 100%, on passe à l'artère pulmonaire, on est à 100%, boum, on tombe dans le poumon. La plupart du temps, les résistances vasculaires pulmonaires sont beaucoup plus basses après la naissance, comme je vous l'ai dit, comparées aux résistances systémiques. Donc, le sang qui a tendance à aller vers the path of least resistance, donc le parcours avec le moins de résistance, va passer du système à haute résistance vers l'artère pulmonaire. Ce qui est une très mauvaise nouvelle pour nous, parce que ça veut dire que le seul moyen pour l'oxygène d'aller de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Mais là, je vous mens parce que ce n'est pas le seul moyen. L'autre moyen, c'est via ce qu'on appelle la communication interauriculaire. Donc, si pour X raison, on a une belle communication interauriculaire, à ce moment-là, on peut encourager
l'oreillette gauche à déverser un petit peu de son contenu au niveau de l'oreillette droite, ce qui fait qu'on est capable d'avoir un petit peu d'oxygène s'introduire dans la circulation systémique. Quelles seraient les raisons pour lesquelles il y aurait cette situation-là? C'est que souvent, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a une résistance vasculaire pulmonaire plus basse que notre résistance vasculaire systémique, ça encourage le flux de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Si j'encourage du flux de l'aorte vers l'artère pulmonaire, ça veut dire que j'envoie un excédent de flux dans la circulation pulmonaire, ce qui fait que notre poumon se fait engorger de sang. En s'engorgeant de sang, j'augmente le débit pulmonaire et en augmentant le débit pulmonaire, j'augmente le débit qui retourne au niveau de nos veines pulmonaires, ce qui fait que j'engorge mon oreillette gauche et ce qui fait que la pression dans l'oreillette gauche augmente, nous permettant d'envoyer des petites molécules d'oxygène vers le côté droit en utilisant le parcours du foramen ovale. Maintenant, la particularité pour pouvoir arriver à ce processus-là, c'est qu'il faut que cette communication soit assez grande ouverte. Et le problème, c'est que la plupart de nos bébés qui ont cette maladie-là ont une petite communication qui est complètement ridicule et nous empêche d'avoir un volume suffisant de sang pour pouvoir nourrir suffisamment les vaisseaux au niveau de l'aorte qui nécessitent beaucoup d'oxygène parce que la consommation métabolique est importante. Donc, vous comprenez que si je n'ai pas une communication ici qui est assez grande, je ne vais jamais pouvoir oxygéner mes organes. Et vu que ces bébés ont une communication toute petite, il faut faire quelque chose à la naissance pour pouvoir augmenter cette communication. Ça, je vais skipper ça. Ça aussi, je vais skipper ça. Donc, le flux sanguin vers les poumons est limité. Ça nécessite un canal artériel pour envoyer le sang vers les poumons. Et donc, ces bébés-là deviennent très, très bleus s'ils n'ont pas de shunt auriculaire suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez ces patients-là? Je vais juste fermer cette présentation et je vais avancer un peu plus vite pour vous montrer ce qu'on fait. Donc, chez ces patients-là, la transpo des gros vaisseaux, ça reste la maladie, comme je vous l'ai dit, cyanotique cardiaque la plus courante qui se présente au cours de la première semaine de vie et qui n'est pas détectée en prénatal. On parle souvent d'un egg on a string, donc le rayon X, ça ressemble à une espèce d'œuf sur une corde. Donc, ça, c'est l'œuf. Comme je vous l'ai dit, le fœtus normal, ça, c'est un 4 chambres. Et comme on l'a vu, le 4 chambres ressemble de manière quasiment idem, sauf quand on fait le sweep et qu'on voit que les vaisseaux ne sont pas connectés de manière adéquate. Donc, il faut faire une vue des 3 vaisseaux et on doit voir que ces vaisseaux-là se croisent pour dire que ces patients-là ne sont pas une transpo des gros vaisseaux. Sinon, si on a un doute, il faut éliminer une transpo des gros vaisseaux parce que ces bébés-là peuvent être très critiques à la naissance. Comme je vous ai dit, le sang recircule. Donc, dans la circulation normale, on a une circulation en série versus ici, on a 2 circulations en parallèle qui ne communiquent pas entre elles. Donc, le traitement initial, c'est quoi? Quand ça ne se mélange pas, on est obligé de faire une septostomie. Donc, juste pour vous donner une idée, une septostomie, on a à peu près 25 personnes dans la pièce pour organiser ça. Il faut que le bébé soit amené au cathé pour pouvoir mettre un cathéter dans la veine fémorale ou la veine ombilicale, l'amener au niveau de l'oreillette droite, rentrer ce cathéter dans l'oreillette gauche, gonfler un ballon et rupturer le septum interauriculaire. Donc, vous comprenez que après la naissance, on est obligé de faire ça dans la première heure de vie pour la plupart de ces patients-là. Puis ce qu'on vise, c'est 15 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on est comme 25 personnes parce qu'on doit courir pour pouvoir aller le plus vite possible. Parce que le plus le temps passe et plus le cerveau est en hypoxie et ces bébés-là peuvent se ramasser avec énormément de dommages cérébraux. Donc, c'est sûr que nos bébés qui naissent chez nous, diagnostiqués anténatal, ont de bien meilleures issues que les bébés qui, malheureusement, n'ont pas été vus en prénatal. Donc, on donne souvent des prostaglandines initialement pour maintenir le canal ouvert, simplement pour augmenter le débit pulmonaire et favoriser une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. Ça, c'est un médicament qu'on donne en infusion qui donne le message au canal artériel de rester ouvert. Et la deuxième chose, c'est qu'après avoir stabilisé les voies respiratoires et la ventilation, on l'amène au cathé. Donc, voici de quoi a l'air l'échographie durant le cathé. Donc ici, on a notre foie, on a notre oreillette droite, notre oreillette gauche, et on voit le septum interauriculaire. On a passé un petit cathéter. Ça a l'air tout simple dit comme ça, là, mais c'est comme, c'est quand même, on est beaucoup de monde à s'activer pour pouvoir gérer ça le plus vite possible.
Donc infirmière, cardiologue, néonatologiste, technologue en imagerie en stand-by dans la salle d'accouchement, technologue en imagerie en stand-by au CAT, s'assurer que le diagnostic, c'est le bon diagnostic, s'assurer que on a mis le ballon au bon endroit parce qu'on pourrait rupturer la valve mitrale si on tire et que la valve mitrale a passé, pardon, que le ballon a passé la valve mitrale. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a gonflé le ballon et le cardiologue tire de manière vigoureuse pour pouvoir vraiment comme casser le mur interauriculaire et augmenter le niveau d'oxygène qui va passer de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite et améliorer l'oxygénation de notre patient. Donc, on a même créé des pamphlets, à vrai dire, parce que si on n'a pas de diagnostic qui a été fait en prénatal, les choses doivent aller tellement vite que notre équipe de transport arrive, donne le pamphlet, il y a un cardiologue qui va vous appeler, on va avoir besoin de votre consentement rapidement, à quoi s'attendre, c'est ça qui va se passer, et voici les complications possibles. Donc, ça nous permet d'éviter les délais dans ces situations-là. Et donc, on a créé ces pamphlets-là pour vraiment supporter nos familles qui vivent à travers ça dans des moments qui sont des fois complètement inconnus parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à avoir un bébé qui naît complètement bleu. Je vais retourner en arrière. On va passer à un deuxième diagnostic. Touk, 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 touk. De pourquoi nos bébés pourraient être bleus. Donc, la deuxième cause d'un bébé bleu pour cause cardiaque qui est quand même assez fréquente, c'est les cas de diminution de flux pulmonaire. Donc, c'est quoi les diminutions de flux pulmonaire? C'est souvent qu'il y a une obstruction quelque part au niveau de la voie de chasse droite. Donc, ici, on a notre oreillette droite, notre ventricule droit, notre artère pulmonaire. Ici, on a notre oreillette gauche, notre ventricule gauche, notre aorte. Et quelque part dans la voie de chasse droite, donc ça pourrait être une sténose, une atrésie de la valve pulmonaire, donc un blocage. Parfois, on a une maladie qui s'appelle la tétralogie de Fallot qui, certains de ces patients-là peuvent se présenter principalement parce qu'ils ont un rétrécissement au niveau de la voie de chasse droite et qui mène vers l'artère pulmonaire. Et donc, à cause de ça, vu qu'il y a un blocage ou une diminution, le VD n'arrive pas à envoyer assez de sang au niveau pulmonaire, ce qui fait que notre artère pulmonaire ne reçoit pas beaucoup de sang, il n'y a pas beaucoup de filling, ce n'est pas rempli, et donc dépend du canal artériel ouvert pour pouvoir être nourri via l'aorte. Donc, déjà, notre artère pulmonaire a besoin de ce canal artériel. On appelle ça des pathologies ductales dépendantes pulmonaires. Donc, c'est vraiment le flux pulmonaire qui est dépendant de ce canal artériel. En amont, le ventricule droit, veut pas, il a de la difficulté à pomper, il se ramasse devant une très grosse obstruction. Et donc, il y a une grosse partie de sa précharge au niveau de l'oreillette droite qui va finir par bifurquer au niveau de l'oreillette gauche parce que l'oreillette droite fait face à un obstacle. Donc, si elle fait face à un obstacle dans le ventricule droit, la pression va augmenter et donc tout va être redirigé vers l'oreillette gauche via le foramen ovale. Théoriquement, le poumon fonctionne. Donc, ce qui arrive au niveau du poumon finit par s'oxygéner. L'oxygène, 100% de saturation rouge, revient via les veines pulmonaires et se mélange avec le flux qui arrive de l'oreillette droite qui est désoxygéné et donne une saturation bleutée aux alentours de 85%. Notre oreillette gauche se vide dans le VG, ventricule gauche, qui pompe dans l'aorte. Et donc, si on évalue ces patients, ils ont souvent des désaturations aux alentours de 85. Puis, on aura beau donner de l'oxygène, ça ne va rien changer parce que c'est déjà saturé à 100%. Ce n'est pas un problème pulmonaire. C'est un problème qu'il n'y a pas assez de sang qui se dirige vers notre artère pulmonaire. Donc, on parle ici de maladies comme la tétralogie de Fallot, les atrésies pulmonaires, les sténoses pulmonaires critiques. Et de quoi ça a l'air? Donc, ça, c'est à l'écho. C'est quand même une pathologie qui peut être difficilement découverte en prénatal. Un des signes en prénatal qu'on va retrouver au niveau fœtal, c'est que le canal artériel en prénatal, je vous l'ai dit, il est supposé d'envoyer du sang de l'artère pulmonaire vers l'aorte. Évidemment, si ce n'est pas le cas et que quand on met de la couleur au niveau de notre canal artériel en écho fœtal et que la directionnalité est plutôt de l'aorte vers l'artère pulmonaire, ben ça, c'est un indice qu'il y a un problème qui passe au niveau de la voie de chasse droite où il n'y a pas assez de flux en pulmonaire. Donc, il y a quelque chose qu'il faut aller chercher supplémentaire. L'autre chose, c'est que c'est des enfants qui, de base, vont avoir un VD beaucoup plus dilaté. Donc, même en vie fœtale, on peut retrouver une appréciation du VD qui a l'air plus dilaté. Et parfois même, si vous faites des vues où est-ce que vous allez chercher la valve pulmonaire ou la voie de chasse droite, vous allez voir qu'en anglais, on appelle ça crowding. Comme les gens sont comme crowded quand on est dans une salle puis qu'on est comme tout en masse. Donc, ça a l'air comme rempli. Là. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est une voie de chasse droite avec de la couleur. Vous voyez qu'il y a énormément de turbulence.
Puis quand on regarde ici, vous voyez un canal artériel ici qui est rouge, donc ça nous dit que ça va de l'aorte vers l'artère pulmonaire qui vient nourrir l'artère pulmonaire. Puis quand on fait un Doppler à travers la voie de chasse droite, donc même si on voit qu'il y a du sang, donc vous voyez ici que la couleur s'origine avant la valve, puis finalement, il y a une partie qui passe à travers la valve qui a l'air très dormante ici. Donc vous voyez la valve ici qui a l'air très dormante. Donc l'orifice est petit, ça crée la turbulence, mais il y en a quand même qui passent. Donc, it originates before the valve and goes through the valve. Et quand on fait un Doppler, donc un CW, ça c'est ce qu'on appelle un Doppler continu. C'est quoi un Doppler continu? C'est qu'on passe notre ligne d'interrogation à travers la zone d'interrogation et on mesure les vitesses à travers toute cette ligne, comparé à un Doppler pulsé où est-ce qu'on mesure seulement à l'endroit de notre curseur. Et ce que ça nous dit, c'est qu'à travers cette ligne, le cumulatif des vitesses est à un pic en systole de à peu près 90 mm de mercure, qui est situé ici. Donc, si on regarde, pourquoi je dis systole? Parce qu'on a le QRS. Donc, on a le QRS, on a notre build-up de vélocité. Puis, donc, si on utilise l'équation de Bernoulli modifiée, ça nous prend cette vélocité qui est de 4,75 mètres par seconde. Donc, l'équation de Bernoulli modifiée, c'est cette valeur-là au carré fois 4, ça nous donne un gradient de 90. Ça veut dire que notre VD est obligé de générer 90 mm de mercure supplémentaire pour nourrir, et donc ça nous informe sur le degré de la sténose pulmonaire. Il faut savoir qu'une sténose critique, donc c'est-à-dire une sténose qui est quasiment acrétique, il n'y en a pas de vélocité parce qu'il n'y a rien qui est généré comme flot. Donc, des fois, le gradient nous informe, mais ça nous informe seulement dans un contexte où le VD est capable de générer des flux et où est-ce qu'il y a un orifice qui est quand même perméable. Donc, ce n'est pas le seul critère de sévérité chez les nouveau-nés. On va parler souvent de sténose de la valve pulmonaire ou d'obstruction de la voie de chasse pulmonaire critique lorsque notre patient a besoin qu'on maintienne le canal artériel ouvert pour nourrir l'artère pulmonaire et maintenir un état d'oxygénation adéquat. Et ces patients-là ont besoin d'aller de manière extrêmement rapide, soit en cathé, s'il y a quand même une bonne taille de l'anneau valvulaire, ou des fois même en chirurgie si l'anneau valvulaire est trop petit pour pouvoir adresser les flux pulmonaires. Ce qu'on va faire en cathé, c'est souvent mettre un ballon à travers la valve pulmonaire et dilater la valve pulmonaire pour essayer de briser les attachements de la valve pulmonaire et permettre à plus de flux de se rendre aux poumons. Mais ce qu'on va faire via la chirurgie, des fois, c'est de créer un canal artériel artificiel, entre guillemets, pour pouvoir nourrir l'artère pulmonaire. Ou des fois, on fait un pont entre le VD et l'artère pulmonaire. Un deuxième cas de bébé bleu, c'est ce qu'on appelle les atrésies tricuspidiennes avec gros vaisseau en position normale, entre guillemets. C'est quoi une atrésie tricuspidienne? C'est qu'on n'a pas de valve tricuspide. Parce qu'on n'a pas de valve tricuspide, le VD, souvent, il va être sous-développé. Il va être sous-développé s'il n'y a pas de CIV entre le VD et le VG qui va nourrir le VD. Mais souvent, c'est des VD qui sont petits. Donc, le flux veineux systémique revient désaturé au niveau de l'oreillette droite. L'oreillette droite se décomprime au niveau de l'oreillette gauche parce qu'elle n'a nulle part d'autre où aller. Ça se mélange au sang oxygéné qui revient des poumons, ça nous donne 85. Au VG, on est à 85 de saturation. Et finalement, dans l'aorte, on sature à 85 partout. Et comme l'atrésie pulmonaire ou la sténose de la valve pulmonaire, vu qu'il n'y a rien qui est éjecté au niveau du VD dans l'artère pulmonaire, on est dépendant du canal pour nourrir la vasculature pulmonaire. Donc, c'est des patients chez lesquels on doit démarrer des médicaments très, très rapidement après la naissance pour maintenir ce canal artériel perméable. Sinon, ne veut pas, ils vont finir par coder parce qu'ils n'ont plus de flux pulmonaire. Et s'il n'y a plus de flux pulmonaire, il n'y a plus de flux qui revient vers l'oreillette gauche. Puis s'il n'y a plus de flux qui va vers l'oreillette gauche, il n'y en a plus dans le VG, puis il n'y en a plus dans l'aorte. Puis le bébé, finalement, il code. Donc, les atrésies tricuspidiennes sont également des situations où il y a une diminution du flux pulmonaire et souvent chez lesquelles on a besoin de démarrer des prostaglandines très rapidement après la naissance. C'est souvent des patients qui vont, c'est pas souvent, c'est des patients qui vont se ramasser avec une chirurgie de type univentriculaire éventuellement. Donc, en prénatal, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. Donc, c'est quand même d'habitude assez fréquent qu'on va le détecter juste en faisant un cas de chambre, mais on a des patients qui, durant les échos initiales, ont été détectés comme étant normales et se sont pointés en postnatal avec une atrésie tricuspidienne. Donc, encore aujourd'hui, on rate des atrésies tricuspidiennes, même si parfois ça peut être assez évident. Et la raison pour laquelle on rate,
La raison pour laquelle on rate, c'est que le ventricule droit, durant la vie fœtale, dans ces contextes-là, une structure pour évoluer embryologiquement a besoin de flot, a besoin de sang. S'il n'y a pas de sang qui nourrit cette structure, la structure va s'hypodévelopper. Donc, effectivement, si on a une atrésie tricuspidienne et qu'il n'y a pas de sang qui passe à travers la tricuspide, ben, le VD, il devrait théoriquement ne pas se développer correctement. Mais souvent, ces patients-là vont avoir ce qu'on appelle des CIV, des communications interventriculaires. Et si la communication est très large, ben, le VG pourrait nourrir notre VD et ce VD pourrait grandir. Et donc, il y a certains des patients qui vont avoir un cas de chambre qui n'a pas l'air si pire que ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être conscient d'être quand même assez systématique et vigilant pour s'assurer de voir qu'il y a deux valves auriculo-ventriculaires et que ces deux valves s'ouvrent et se ferment. Ici, c'est assez clair durant la vie fœtale qu'il y a une valve auriculo-ventriculaire qui s'ouvre de manière très jolie, alors que de l'autre côté, il n'y a pas de valve. Donc, on peut rater juste un cas de chambre si on ne porte pas attention à la fonction des valves auriculo-ventriculaires durant une boucle d'évaluation. C'est ce que ça a l'air en postnatal. Donc ici, encore une fois, la vue anatomique, on a notre VG, on a une CIV, on a on a une atrésie tricuspidienne, on a notre oreillette droite, notre oreillette gauche, notre valve mitrale, et on voit même le flap de notre septum interauriculaire qui a tendance à comme flapper du côté gauche parce que tout le sang part de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. L'anomalie d'Epstein est aussi une anomalie que vous allez parfois voir en adulte parce que l'anomalie d'Epstein est une maladie congénitale cardiaque de spectre très varié. On peut avoir des anomalies très légères à des anomalies très, très sévères et ça peut être parmi les patients les plus critiques. À vrai dire, parfois même, on est obligé de les mettre sous ECMO en salle d'accouchement. Ça, c'est une machine cœur-poumon parce qu'ils sont si malades que ça. C'est quoi le problème de la maladie d'Epstein? C'est qu'il y a une partie, c'est en gros une implantation de la valve tricuspide qui est très basse, très inférieure dans le VD. Ce qui fait qu'il y a une partie du VD, donc toute cette partie-là, qui devient comme, qui appartient à l'oreillette. C'est comme si mon voisin, il vient empiéter sur mon jardin finalement. Hein, c'est pas le fun, mais c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que le VD devient de plus en plus petit. On a une atréalisation du VD. Et à cause de ça, en plus, ça prend une partie de la capacité du VD qui peut devenir de plus en plus petite. Puis l'autre problème, c'est que cette valve, elle est complètement anormale. Et parce qu'elle est complètement anormale, elle a tendance à avoir beaucoup d'insuffisance valvulaire chez certains des patients. Et ces patients-là peuvent avoir une dilatation de l'oreillette droite très significative, ce qui peut les mettre à risque de faire des arythmies. Pourquoi? Parce que c'est l'oreillette droite qui contient ce qu'on appelle le nœud sinusal. Et le nœud sinusal, c'est un peu notre pacemaker naturel. Et donc, quand l'oreillette droite se met à devenir très dilatée, ça peut causer de l'irritation au niveau du nœud sinusal. Donc, c'est des fœtus qui peuvent aussi faire de l'arythmie et des bébés ou des enfants qui peuvent faire de l'arythmie. Et même chez les adultes, des fois, ils vont se présenter plus tard dans leur vie avec de l'arythmie, avec souvent des tachycardies supraventriculaires. Donc, si on voit la physiologie, on a le sang qui revient du poumon, qui est bien oxygéné, qui arrive dans l'oreillette gauche, boum, qui reçoit du sang de l'oreillette droite qui est désoxygéné. Pourquoi elle reçoit ce sang-là? C'est que souvent, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'insuffisance tricuspidienne et ce VD n'est pas capable d'accommoder toute la capacitance nécessaire que l'oreillette droite contient. Donc, on a beaucoup de régurgitation tricuspidienne ou d'insuffisance tricuspidienne qui fait que la pression dans notre oreillette droite se met à augmenter, ce qui fait que via le foramen ovale, on a du sang qui est bifurqué vers l'oreillette gauche qui va rendre notre bébé bleu. On va se ramasser avec une désaturation préductale et postductale et souvent, on a peu de flux pulmonaire, ce qui fait que notre VG, via l'aorte, participe au début pulmonaire en maintenant le canal artériel ouvert. Donc, ça peut être des enfants qui ont besoin d'un canal artériel ouvert très rapidement après la naissance et donc qui nécessitent des prostaglandines. C'est une maladie qui, malheureusement, est très fréquemment non reconnue en prénatal. Et donc, on essaye d'augmenter le pick-up de cette maladie grâce à des ateliers dans différents milieux. Un des problèmes de pourquoi ces patients-là peuvent être très, 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 très malades, c'est que ces patients-là peuvent avoir, en lien avec l'anomalie du ventricule droit et la conformation du ventricule droit, ils peuvent avoir une insuffisance pulmonaire de la valve pulmonaire. Donc, qu'est-ce qui se passe?
c'est qu'ils ont un flux torrentiel d'insuffisance tricuspidienne. L'insuffisance tricuspidienne va nourrir l'oreillette droite qui va devenir très dilatée. L'oreillette droite va décomprimer dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche va pomper dans le VG. Le VG va pomper dans l'aorte. Et boum, l'aorte envoie du sang vers l'artère pulmonaire. Mais vu qu'il y a plein d'insuffisances pulmonaires parce que cette valve pulmonaire est anormale, ça retourne vers le VD et ça fait cette espèce de boucle et de boucle et de boucle. On appelle ça circular shunt physiology. Ces patients ont un très haut taux de mortalité s'ils ne sont pas pris en charge dans les premières minutes de la vie. Souvent, on fait même des thérapies fétales chez ces patients où est-ce qu'on essaye, ça peut être contre-intuitif, mais on essaye de restreindre le canal artériel en donnant des médicaments à la maman durant la vie fétale pour rendre le calibre du canal artériel plus petit pour diminuer cet effet de circular shunt physiology. Donc, les anomalies d'Epstein avec atrésie valvulaire pulmonaire anatomique ou fonctionnelle peuvent aussi se présenter avec dissolution de flux pulmonaire et avoir des bébés qui sont très, très bleus. Donc, ça a l'air de ça. Ça, c'est un cas de chambre retourné. Donc, peut-être que vous êtes... Mais c'est comme à l'envers. J'aurais peut-être dû le retourner, mais des fois, dans la vie fétale, on ne contrôle pas ce qu'on voit. Donc, ici, vous avez le VG. Ici, vous avez l'oreillette gauche, la valve mitrale. Ici, vous avez le VD. Vous avez l'espèce de valve tricuspide épsinoïde. Vous pouvez même la voir comme flapper dans le temps, là, faire comme touk, 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 touk. Et vous êtes immense oreillette droite. Et donc, vous comprenez que ce patient-là a une atréalisation de son ventricule et donc un ventricule de très petit calibre. Je vais passer ça. Et ça, c'est ce qu'on voit en postnatal dans des cas extrêmes. Donc, le VD, le VG, la valve tricuspide anormale, le flux d'insuffisance tricuspidienne qui a tendance à rejoindre même la paroi supérieure de notre oreillette droite, donc le plafond de l'oreillette droite. On parle ici d'insuffisance tricuspidienne sévère, surtout dans un contexte de dilatation de l'oreillette droite marquée. Vous le voyez ici aussi dans l'autre axe sous-costal, où est-ce qu'on voit cette espèce d'oreillette droite et cette valve tricuspidienne épistanoïde complètement anormale. Et on voit que l'oreillette droite s'est mise à dilater de manière très, très importante. Donc, Jessica, j'ai encore 40 minutes, 30 minutes. Je veux juste m'assurer que tout le monde n'est pas en train d'avoir leur esprit qui est en train de se désagréger à mesure que je parle. Ben non, je pense que tout le monde a l'air bien intéressé. Peut-être un 30 minutes, est-ce que ça convient? Parfait. Ouais, merci je pense que j'ai encore du 30 minutes. Sinon, on ouvrira pour des questions. Okay, Donc, une des autres catégories de maladies pour lesquelles un bébé pourrait être bleu, et ces patients, moi, j'ai déjà vu un patient non reconnu en prénatal qui s'est pointé à 6 jours de vie, moribond, et malheureusement, ce patient est mort. Il n'avait pas été reconnu en prénatal parce que rendu là, il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire parce que leurs organes ont été si atteints qu'il y a très peu de potentiel de récupération. Donc, cette maladie, c'est ce qu'on appelle l'hypoplasie du cœur gauche. C'est également un spectre. Le syndrome de l'hypoplasie du cœur gauche, ce qui se passe, c'est qu'en prénatal, on a souvent une atteinte de la valve mitrale ainsi que dans la valve aortique. Donc, souvent, ils ont des VG très, 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 très petits. Donc, le sang revient du poumon, 100%, et dépendant de la communication interauriculaire pour aller nourrir l'oreillette droite, parce qu'il n'y a nulle part d'autre où aller. L'oreillette droite, donc, reçoit du sang pulmonaire et du sang veineux, se mixe comme une espèce de soupe. Donc, ça donne 85, éventuellement 85, puis 85 est pompé dans l'artère pulmonaire et finalement va nourrir notre aorte via le canal artériel. Ici, on parle de circulation systémique canal ou ductal dépendant. Donc, il faut commencer les prostaglandines extrêmement rapidement après la naissance parce que sinon, si ce canal se ferme, ce qui se passe chez les patients non reconnus et qui finissent par mourir, c'est qu'il n'y a plus de débit au niveau de notre aorte et on n'est plus capable de nourrir notre cerveau, notre corps, mais aussi nos coronaires. Pourquoi? Parce que via le canal, on a du sang qui va en rétrograde et qui nourrit les coronaires au niveau de notre mini-aorte ascendante. Pourquoi je dis mini-aorte ascendante? C'est que durant la vie fétale, comme je l'ai dit, toute structure finit par grandir parce qu'il y a du flux à travers cette structure-là. Donc, vu qu'il n'y a pas de flux qui passe vers le VG, puis pas de flux qui passe vers l'aorte ascendante, tout est dépendant de cette espèce de flux rétrograde, ce qui fait que l'aorte a tendance à être très hypoplasique au niveau ascendant.
Et donc, c'est des enfants qui vont avoir besoin éventuellement d'une reconstruction de l'aorte. Mais ça fait aussi que leurs petites coronaires, ils ne se sont pas bien développés, ce qui rend cette maladie de plus en plus complexe, également complexe en lien avec le système coronarien. Tout ça pour dire qu'après la naissance, on est dépendant de ce canal pour pouvoir nourrir nos organes. Et donc, si ce n'est pas détecté en fœtal, on est dans un grand souci. Après quelques jours de vie, ces patients-là, comme je vous ai dit, ont une diminution des résistances vasculaires pulmonaires. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit, après la naissance, on coupe le placenta, résistance vasculaire systémique qui monte de manière exponentielle et progressivement, à mesure que les poumons se déploient, comme un parachute, on a les résistances vasculaires pulmonaires qui se mettent à chuter. Ce processus se produit très rapidement après la naissance, mais il y a une certaine partie des résistances vasculaires pulmonaires qui chutent de manière progressive, qui continue à chuter dans les premiers jours de vie. Et donc, qu'est-ce que ça implique? C'est qu'à mesure que les résistances vasculaires pulmonaires baissent, ça encourage le flux au niveau des poumons aux dépens du flux systémique. Donc, ce qui se passe, c'est que les résistances vasculaires systémiques sont élevées et les résistances vasculaires pulmonaires sont basses. Donc, au bout de quelques jours, la petite auto, c'est bien plus facile de se rendre sur l'autoroute grosse ouverte que d'essayer d'aller sur le pont Champlain qui est tout bloqué, qui est tout pogné. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de flux pulmonaire et malheureusement, c'est aux dépens du flux systémique. Donc, c'est pour ça que les petites flèches sont petites. Qui fait qu'au niveau du poumon, il y a beaucoup de flux pulmonaire. Ça revient beaucoup via l'oreillette gauche. Si cette CIA ou ce FOP est restrictif, ça peut engorger l'oreillette gauche, ce qui fait que ça devient difficile au poumon de se drainer, ce qui peut créer de l'œdème pulmonaire. Au cas que ça soit ouvert, ce qui est souvent le cas, ça se décomprime dans l'oreillette droite. Et vu qu'on a beaucoup de sang qui recircule via le poumon très saturé, il y a un gros volume qui revient par là. Et vu qu'on a peu de sang qui va au niveau des petits orteils, au niveau du cerveau, bien, il y en a peu qui revient vers l'oreillette droite. Donc, la fraction qui revient de l'oreillette droite est peu importante en termes de volume comparé à ce qui arrive du poumon, ce qui fait que nos bébés ont l'air de saturer correctement. Donc, soudainement, nos bébés ne sont plus si anosés comme au début de vie. Mais c'est trompeur. Pourquoi? Parce qu'on a moins de sang qui se rend vers les organes et qui oxygénise nos organes. Donc, souvent, quand ces bébés-là se mettent à saturer dans des valeurs normales, entre guillemets, ils sont en train d'hypoperfuser leurs organes à cause de cette physiologie. Et donc, quand on voit ça, c'est des bébés qu'on veut amener en salle d'op le plus vite possible pour essayer de réadresser la situation pour éviter du dommage tissulaire. Donc, pas mal toutes les physiologies univentriculaires fait qu'on a un degré de mixing ou de mélange qui fait que ces bébés-là peuvent avoir leur bleu. Donc, on parle souvent d'hypoplasie du cœur gauche, les ventricules gauche à double entrée, les hétérotaxies avec configuration cardiaque complexe, les canaux AV débalancés ou les atrésies pulmonaires à septum intact. Donc, ça, c'est de ça que ça a l'air en prénatal. C'est un 4 chambres. Cette petite structure, c'est un petit VG. Vous voyez que la paroi a l'air très, très blanche. Pourquoi? Cette paroi devient blanche, on appelle ça de l'endofibroélastose. C'est quoi? C'est qu'il y a de l'accumulation des débris ou de fibrose tissulaire. Donc, le myocarde qui est ischémié parce que les coronaires sont mal perfusés, finit par devenir ischémique et à créer de la fibrose en lien avec le processus inflammatoire et à l'ischémie. C'est du remplacement par du tissu de collagène. Et ça apparaît à l'échographie comme très dense, donc ça devient très blanc. Et vous voyez qu'à côté, il y a un gros VD, mais que le VG est tout petit et ne va pas vers l'apex. Donc, ici, je vous l'ai mis comme une espèce de still frame. Vous voyez la valve tricuspide, vous voyez le gros VD et le VG. C'est pas que le VD est gros, c'est que le VG est très petit. Et donc, on va mettre souvent de la couleur pour voir est-ce qu'il y a du flux qui passe à travers la petite valve mitrale résiduelle. Et il y a plusieurs catégorisations de ces maladies. Et pour ça, je vous invite à aller voir sur le site web et à éventuellement vous intéresser aussi à ce qui se passe en écho-fœtal cardiaque. Les choses qui vont aller évaluer, c'est est-ce qu'il y a une atrésie ou une sténose de la valve mitrale? Et secondaire, est-ce qu'il y a une atrésie ou une sténose de la valve aortique? Et ça peut changer un petit peu le pronostic de nos patients. Donc, en postnatal, ça ressemble à ça. Là, j'ai comme perdu ma souris. Oh, elle est où ma souris? Vous la voyez-tu, ma souris, ou vous ne la voyez pas? Je vais fermer et je vais relancer. OK, c'est bon. Donc, ici, vous voyez, c'est une vue qui est supposée être un 4 chambres. Ici, on voit un VD, on voit une OD, on voit une OG et on voit presque pas le VG. Il est comme perdu ici.
Donc, très petit VG qui ne pourra malheureusement pas être suffisant pour faire une circulation biventriculaire. Et donc, ça implique qu'il y a très peu de flux en systémique via ce VG. Et ça, c'est vraiment un cas extrême où est-ce qu'on voit que même le VD, il rush sa vie. Donc, pourquoi il rush sa vie? Parce que c'est un bébé qui est arrivé un peu plus tard et qui n'avait pas eu de diagnostic prénatal, qui s'est pointé déjà avec une atteinte de la fonction de son ventricule systémique, qui dans ce contexte-là est le ventricule droit, qui nourrit le corps via le canal artériel qui était en train de se fermer. Ici, on a une autre pathologie qui s'appelle le tronc artériel commun. C'est quoi le tronc artériel commun? C'est qu'au lieu d'avoir une belle aorte puis une belle artère pulmonaire, on a une valve troncale et éventuellement des vaisseaux qui communiquent et qui sont combinés. Donc, tout ce qui est le vaisseau pulmonaire et vaisseau systémique sont comme fusionnés. Il y a plusieurs configurations. Ce qui fait que si c'est comme une soupe, si mon VD et mon VG pompent dans un vaisseau commun, ben, ça se mélange puis le bébé peut être bleu. La particularité de ces patients, c'est qu'en début de vie, ils peuvent être difficilement reconnaissables et finalement, ils vont rentrer à la maison et ils vont revenir chez nous à 7 jours de vie en défaillance cardiaque sévère parce que le VD n'est pas capable d'accommoder finalement les pressions systémiques, mais que également tout le flux finit par se prioriser au niveau de l'artère pulmonaire au lieu de rester dans le système, parce que comme je vous ai dit, les poumons, c'est beaucoup plus facile de pomper là-dedans. Et donc, il y a très peu de sang qui va aller vers l'aorte ou le système, les vaisseaux systémiques, et plutôt nourrir le poumon. Et donc, on tombe en défaillance, mais en plus, ces bébés-là, ils peuvent avoir un risque d'ischémie intestinale parce que tout le sang qui est supposé aller aux intestins, ben, il finit par se ramasser vers le poumon. Et donc, ils peuvent mourir de ce qu'on appelle l'entérocolite nécrosante, qui est une maladie des intestins par ischémie intestinale. Donc, en prénatal, ça a l'air de ça. Vous voyez une espèce de gros vaisseau qui sort des deux ventricules. Il y a une espèce de valve troncale ici. Et ça donne plusieurs vaisseaux, plusieurs branches de vaisseaux qu'on voyait aussi ici, ces branches-là, qui sont donc le tronc artériel commun, éventuellement bifurquant vers les artères pulmonaires puis vers l'aorte. Donc, les pathologies de mélange peuvent aussi donner des espèces de bébés bleus, mais la complexité de ces patients-là, c'est qu'ils peuvent avoir des complications différentes que nos autres patients, entre autres des atteintes intestinales. Ça peut être vrai aussi pour les hypoplasies du cœur gauche qui ont une petite aorte qui est nourrie par le canal artériel et que quand ça se ferme, ben, il n'y a plus de flux qui s'en va vers les intestins. Surtout si le bébé était en train de manger et boire plein de bouteilles puis l'allaitement alors que son intestin se faisait hypoperfuser. Ensuite, il y a une catégorie de patients qui est particulièrement urgent à détecter avant la naissance parce qu'ils peuvent mourir dans les premières heures de vie si on n'agit pas de manière très rapide. Donc, vous vous rappelez que normalement, le retour veineux pulmonaire arrive vers l'oreillette gauche et que le retour veineux systémique arrive vers l'oreillette droite. Maintenant, il y a des situations où nos petites veines pulmonaires ont décidé d'aller se frayer un petit chemin, les sournoises, vers un conduit collecteur qui est connecté éventuellement à notre oreillette droite. Donc, ce conduit collecteur peut se connecter à différents endroits. Il peut se connecter à la veine cave supérieure, il peut se connecter au sinus coronaire ou il peut se connecter, entre autres, au ductus veineux. Donc, on va parler du ductus veineux. Le ductus veineux, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a 3 chaînes durant la vie fœtale. Il y a le foramen ovale, ici, il y a le canal artériel, ici, et le ductus veineux qui amène le sang placentaire vers la veine cave inférieure. Ce ductus veineux, c'est une des premières structures qui finit par se fermer tout de suite après la naissance. Pourquoi? Parce que on ne veut pas s'exsanguiner via notre veine ombilicale et l'évolution a fait que ce ductus veineux est particulièrement réactif et a tendance à se constricter juste après qu'on ait. Et donc, si nos belles, charmantes petites veines pulmonaires viennent se connecter à notre ductus veineux et que ce ductus veineux finit par se fermer, on va être dans le boubou. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les veines pulmonaires ont nulle part où se drainer et il y a une congestion pulmonaire sévérissime. Et s'il n'y a pas de sang qui arrive par là, évidemment, on diminue la précharge. On diminue la précharge, on n'est pas capable de remplir nos ventricules. On n'est pas capable de remplir nos ventricules, on tombe en choc. Donc, on va passer en premier avec le bébé qui va bien. Donc, bébé né,
j'ai ce qu'on appelle une anomalie totale du retour veineux pulmonaire. Ça veut dire que tout mon retour veineux pulmonaire ne revient pas du bon côté. On sature correct. Notre saturation à 100% arrive dans notre oreille droite, se mélange avec le flux de la veine cave supérieure et inférieure. On mélange là-dedans comme une petite soupe. On devient 75%. On arrive au VD, on arrive dans l'artère pulmonaire, on recircule, on revient par nos petites veines pulmonaires. Puisque notre oreillette gauche ne reçoit aucun flux sanguin, ben, c'est comme un petit ballon vide. Donc, étant donné que le party est pogné ici, on va aller se décomprimer un petit peu dans notre oreillette gauche. Notre oreillette gauche est donc remplie de sang désoxygéné, pompe dans le ventricule gauche, pompe dans la horte. Notre bébé est désaturé partout. Bon, au moins, on a du flux systémique. Le problème, c'est quand on bloque ça. Quand on bloque ça, ben là, soudainement, la pression au niveau des veines pulmonaires va augmenter de manière exponentielle. Et ce qui veut dire augmentation des veines pulmonaires, de la pression des veines pulmonaires, veut dire que notre réseau vasculaire pulmonaire est plus capable de se drainer. Plus capable de se drainer, il y a une congestion. Puis là, c'est comme Champlain le vendredi à 3h PM. C'est comme ça déborde de partout, puis ça déborde dans la ville de Montréal, puis personne n'est capable de sortir. Donc là, on se ramasse quoi? On se ramasse avec soudainement une augmentation de la pression dans l'artère pulmonaire parce que notre artère est engorgée, elle n'est plus capable de se vider dans les vaisseaux pulmonaires et notre VD se met à défaillir. Et soudainement, on commence à pop-off même via le canal artériel pour envoyer du sang dans la horte et éventuellement, on se ramasse par mourir si on n'adresse pas cette situation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stratégies mis à part une chirurgie urgente. Donc, vous comprenez que si un enfant qui est diagnostiqué un samedi à 3h du matin, d'avoir une salle d'op de chirurgie cardiaque de 15 personnes à 4h du matin, c'est quand même olé olé pour un bébé qui est moribond et qui est en train de désaturer à 40%. Donc, c'est sûr que diagnostiquer ces patients-là en prénatal, ça reste comme très important. Et donc, ce qu'il faut faire, est-ce que je vous ai mis des... je pense que oui, j'en ai mis. Ce qu'il faut faire pour ces patients-là, c'est... Donc, ces bébés-là, ils se ramassent avec des poumons tout blancs comme ça quand on ne les reconnaît pas. Ça, c'était un patient à moi. Et vous voyez ici que les veines pulmonaires ne se connectent pas au bon endroit, à vrai dire. On n'est pas supposé les voir se connecter ici. Et ce qui est important de reconnaître en vie fœtale, c'est au moins une veine pulmonaire. Si on a une veine pulmonaire qui se connecte à notre oreillette gauche et notre VG, donc une veine pulmonaire, ce n'est pas une anomalie totale du retour veineux pulmonaire, c'est petit guidou, tout le monde est content, on passe au suivant. Donc, si vous êtes capable de reconnaître en prénatal au moins une veine pulmonaire se drainant dans l'oreillette gauche, vous pouvez même faire un petit Doppler, c'est quand même cute quand on fait des Dopplers. On voit le flux pulmonaire qui a tendance à être soit biphasique ou triphasique. Parfois, on voit même l'espèce de flux rétrograde durant la contraction auriculaire. Donc, l'oreillette gauche se contracte, il y a un petit peu de flux qui revient par en arrière. On s'en fout, c'est juste qu'on veut, c'est s'assurer que ça se draine au niveau de l'oreillette gauche. Donc, j'ai parlé de ça. La sténose de la valve pulmonaire, on en a parlé. Et Donc, je ne vais pas en parler. En conclusion, ce que je veux mentionner, c'est que le diagnostic différentiel des bébés bleus comprend évidemment les affections pulmonaires. Ça comprend également les affections cardiaques congénitales. Et elles sont cliniquement discernables. Et souvent, la non-réponse en oxygène en postnatal nous indique qu'il y a probablement un shunt droit-gauche quelque part extrapulmonaire qui est probablement au niveau cardiaque. Et donc, il faut se rappeler que la prise en charge de ces patients-là doit inclure justement des actions très rapides, comme l'utilisation de prostaglandine, mais parfois d'aller au cathé ou en chirurgie de manière urgente. Et donc, d'avoir une reconnaissance prénatale nous permet de nous préparer beaucoup plus rapidement, d'avoir une naissance dans l'unité de néonatologie. À vrai dire, c'est ce qu'on fait. Ces mères accouchent dans notre unité de néonat pour qu'on puisse agir très rapidement et on a toutes nos équipes en stand-by. Donc, comme par exemple pour la transport des gros vaisseaux, on a une équipe en néonat en stand-by dans la salle où bébé naît, une équipe au cathé, une technologue en imagerie delivery room, technologue en imagerie au cathé, l'équipe du cathé prête, le cardiologue qui est déjà ganté
en stérile, les équipements déjà ouverts, tous les médicaments déjà prélevés. Donc, vous imaginez, ça nécessite beaucoup de préparation. Donc, c'est sûr que quand ça arrive, comme à 3 heures de vie, dans un ciel clair, ça devient un petit peu plus stressant. Donc, sur ce, il est 15h12. Je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible pour questions, commentaires ou insultes. J'ai mis ici mes coordonnées. Et donc, je vais arrêter de partager et on pourra ouvrir le micro et discuter de tout ça.